Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dans ton film, et aujourd'hui dans la rubrique Les secrets, je vais vous conter une histoire incroyable. L'histoire d'un scénario mais surtout d'un projet fou porté par deux personnes. Un projet qui je pense est quasi unique en Europe et qui aboutit au film 1492 Christophe Colomb de Ridley Scott, avec Gérard Depardieu et Sigourney Weaver. J'en profiterai également pour vous parler de l'histoire de mon ancêtre qui était marin en 1480 et qui donna les cartes du Nouveau Monde à Christophe Colomb. Mais on verra ça en fin de vidéo. Alors pourquoi ce projet était fou? C'est le projet de film européen le plus coûteux de l'histoire lors de sa sortie en 1992. Il coûta 48 millions de dollars, mais le plus extraordinaire, c'est qu'il fut porté par deux personnes, Ilan Goldman et Rosalind Bosch, qui à l'époque n'avaient jamais fait de cinéma, mais qui ont été portés par la passion et l'envie de faire un très grand film. Et ça, c'est quelque chose qui était quasiment impossible à l'époque, et qui est véritablement impossible aujourd'hui. Voici leur film aujourd'hui. Vous voyez, ils ont bien travaillé par la suite. Et commençons cette aventure par le scénario. Tout commence en 1987. Rosalind Bosch est à Séville et fait un reportage car elle est journaliste. La ville de Séville se prépare à l'anniversaire des 500 ans du voyage de Christophe Colomb. Elle fait donc un reportage dessus, elle rencontre plein de spécialistes, elle a même accès à des manuscrits qui avaient été écrits par Christophe Colomb à l'époque. Rosalind Bosch avait toujours voulu écrire pour le cinéma, et là, elle s'est dit qu'elle tenait son sujet. C'était une aventure incroyable et humaine qui n'avait quasiment jamais été adaptée au cinéma. Il y avait encore tous les lieux qui étaient debout, tous les lieux d'époque. Ce qui était très bien aussi, c'est que les 500 ans se tient en 1992. Donc là, on était en 87, elle avait 5 ans, elle avait un peu de temps devant elle pour écrire le scénario. Elle se met donc à la tâche pour écrire le scénario, elle se renseigne énormément sur l'époque et sur Christophe Colomb. Elle a lu à peu près tout ce qui s'est écrit sur Christophe Colomb. Mais ce qui est le plus difficile au niveau des recherches, c'est de faire des recherches sur comment c'était à l'époque, comment étaient les scientifiques, comment ils naviguaient, comment était la royauté, comment était la religion dans cette société. Tout ça, elle en avait besoin et c'est ce qui lui a pris le plus de temps. En particulier pour la navigation, car à l'époque, en dehors des Arabes qui utilisaient le sextant et qui pouvaient se repérer par rapport aux étoiles, le reste du monde en fait naviguait avec la côte à vue. Et on le voit bien dans le film lorsque Christophe Colomb utilise le sextant pour se repérer. Du reste de l'équipage, il est un peu limite considéré comme un sorcier. Donc elle réunit toutes les infos et la vie de Christophe Colomb, c'est globalement 4 voyages. Elle pouvait pas faire 4 films, donc elle s'est dit qu'est-ce qu'il se souviendrait à la fin de sa vie quand il est vieux, qu'est-ce qu'il retiendrait. Comme ils le disent eux-mêmes, en fait, leur chance a été de ne rien savoir et de ne rien connaître sur le milieu du cinéma. D'être en quelque sorte totalement innocent de comment se faisait un film et de comment était le milieu du cinéma. Parce que sinon, s'ils l'avaient su, ils auraient abandonné dès le début. Ça me fait d'ailleurs penser à cette citation, tout le monde savait que c'était impossible, et un jour, quelqu'un qui ne le savait pas l'a fait. Donc elle a enfin fini le scénario, elle se dit qu'il est temps de le vendre, mais d'un autre côté, avec son mari Ilan Goldman, ils avaient toujours voulu faire du cinéma. Elle prend quelques jours de congé et elle part à Los Angeles et elle veut présenter ce scénario à toutes les boîtes, à tous les réals. Mais la sauce prend pas trop. Et là on arrive à l'anecdote la plus ouf, c'est pour cette recherche du metteur en scène. Elle, comme je vous le disais, elle est journaliste. Ce jour-là, elle part à Londres pour faire une interview de Sting. Elle discute pas mal avec lui, Sting lui parle des grands continents américains, des grands voyages qui ont été faits. Et elle finit par lui dire tu sais, c'est marrant parce que comment tu parles, ça me fait penser à comment parlait Christophe Colomb à l'époque. Et Sting lui répond, c'est marrant parce qu'il y a une semaine, il y avait un metteur en scène qui était sur le même fauteuil sur lequel tu es là et qui m'a dit exactement la même chose. Elle lui fait, ah ouais, c'est qui ce metteur en scène? Je sais, parce que bon, j'ai un scénario, peut-être que ça peut l'intéresser. Et Sting lui répond, c'est Ridley Scott. Donc forcément, elle y voit un signe, elle se dit, il faut absolument que Ridley Scott lise le scénar. Et elle réussit, ils finissent par se rencontrer à Londres, et lui comprend pas trop pourquoi elle est là, parce que lui s'attend à voir une vieille historienne qui a écrit le scénario, alors qu'elle n'a que 27 ans. Donc au début, il la prend un peu pour une assistante. Et au fil de la conversation, Ridley Scott, il demande, mais qui va produire le film? Et elle lui répond, c'est nous. Alors qu'ils avaient jamais produit de film avant. Mais elle lui dit, vous avez 8 films derrière vous, vous avez une sacrée carrière, vous êtes reconnu, mais est-ce que vous n'avez pas envie de faire un film indépendant? De faire un film avec personne des studios hollywoodiens derrière qui viendra faire ses petites retouches à la fin. Et avec le recul, c'est vrai que c'est assez incroyable quoi. Ridley Scott, il avait 54 ans à l'époque, il était hyper reconnu à Hollywood, et il arrive quand même à faire confiance et à se lancer dans un projet avec deux personnes qui n'avaient jamais fait de cinéma avant et qui n'avaient même pas 30 ans. Donc Ridley Scott entreprend le film comme un film de science-fiction. Il compare Christophe Colomb avec ceux qui sont allés sur la Lune, mais en version pire, parce que Christophe Colomb, il ne sait pas où il va,
et il ne sait pas combien de temps ça prendra. Donc au final, c'est encore plus de la science-fiction que d'aller sur la Lune. Christophe Colomb, niveau grosse paire de couilles, on peut dire qu'il aura eu la palme en 92. Au niveau du scénario, Ridley Scott choisit quand même de faire des changements, en particulier sur le début et la fin. Il veut déjà que le scénario soit beaucoup plus linéaire pour que ça corresponde plus à ce que les Américains ont l'habitude de voir. Il a également supprimé pas mal d'apparitions du fils et tous les espèces de flashbacks aller-retour qu'il y avait dans le scénario de base, pour que ce soit beaucoup plus linéaire. Ce qui l'intéresse aussi, c'est de faire un film à gros budget sans passer par les studios hollywoodiens. Car même aujourd'hui, en dehors des studios hollywoodiens, il y a vraiment très peu de prods qui peuvent faire des films avec un budget aussi énorme. Il suffit de regarder les films les plus chers de l'histoire pour voir vraiment l'omniprésence d'Hollywood. Donc le but était de faire un film aussi gros qu'Hollywood, sans Hollywood. Mais pour ça, il fallait des financements. Le scénario a eu plusieurs versions et plusieurs moutures parce que forcément, Rosine Bosch, elle avait jamais travaillé sur la production d'un film. Donc elle avait écrit le scénar un peu comme dans un livre, sans se douter du budget énorme que ça allait engendrer. Mais après, ça reste un film qui se déroule pendant le Moyen-Âge, et donc forcément tu as un budget qui est énorme. Ainsi, ils ont fait quelque chose de très rare, c'est de faire un accord franco-anglais-espagnol. Donc déjà, ils devaient recevoir des financements du gouvernement espagnol. Mais il fallait deux conditions. La première, c'est que le scénario soit vérifié par des experts historiens de Christophe Colomb, et qu'il soit validé. Et la deuxième condition, c'était que le film sorte avant les 500 ans, en tout cas juste avant. Ce qui leur donnerait ainsi du budget, mais également la possibilité de filmer dans les lieux historiques. Pour augmenter le budget, ils se sont aussi tournés sur les préventes internationales. Les préventes, c'est tout simplement que les maisons de production dans les pays vont avancer de l'argent pour produire le film et se rembourseront ensuite sur les ventes. Valérian avait fait ça par exemple avec les préventes en Chine. Et dernier point pour les financements, c'est qu'ils vont faire un accord de pré-achat avec les maisons de production qui se trouvent en Amérique du Nord. Pour un film européen, c'est hyper rare et c'est notamment grâce à Ridley Scott parce que aux États-Unis, personne n'en voulait, personne n'était hypé. Mais c'est Ridley Scott qui a appelé le patron de Paramount qu'il connaissait bien et qui l'a convaincu. C'est grâce à tous ces éléments que le film a pu être financé. Et même aujourd'hui, faire un film avec autant d'accords extra-européens, c'est quasiment unique. Mais avec tout ça, le projet prenait beaucoup d'ampleur et là, ils ont eu un gros souci. Il y avait un projet concurrent et Alexandre Salkind, producteur à ce moment-là, les envoie même en justice, les accusant de plagiat. Lui à l'époque, c'est un grand nom, voici sa filmo. Vous voyez, c'est quand même une bête. Donc ça part au tribunal, Roselyne Bosch, elle, sait qu'il n'y a pas du tout de plagiat vu que c'est elle qui a écrit le scénar et qu'elle a tout fait de A à Z. Elle espère juste que ça va pas durer des années en procès. Et très vite, ils s'aperçoivent que, en fait, le projet concurrent n'a même pas de scénario. Donc l'accusation de plagiat ne tient pas du tout. Finalement, Alexandre Salkind prend rendez-vous avec Ilan Goldman et lui propose de racheter le scénar pour $1 million, en lui disant... Eh ben ton scénar, je te l'achète et je le mettrai au frigo, comme ça je vais pouvoir écrire le mien et faire mon film. Ilan Goldman, il a quand même un sacré dilemme, hein. Imaginez-vous à 29 ans qu'on vous propose $1 million sur un projet où ils sont même pas sûrs de pouvoir le finir. Mais d'un autre côté, Ridley Scott s'est énormément investi là-dedans, il peut pas non plus faire ça à Roselyne Bosch, donc ils font chacun de leur côté leur film, mais c'est celui de Ridley Scott qui restera dans les mémoires. Attaquons-nous à l'acteur principal maintenant parce qu'il voulait un acteur européen, mais qui soit connu international et qui ait la carrure de Christophe Colomb, donc déjà ça réduit pas mal. Ils ont cherché pendant plusieurs mois, ils ont vraiment rencontré énormément de comédiens hyper talentueux, mais ça collait pas. Et c'est Ridley Scott qui a dit mais au fond, Christophe Colomb, c'est Gérard Depardieu. Gérard Depardieu à ce moment-là est vraiment au sommet de sa carrière, en tout cas internationale, mais il a toujours un accent anglais effroyable et on peut pas doubler Gérard Depardieu. Et pour moi cet accent c'est vraiment le gros point noir du film parce que si je le vois en VO, eh ben il y a cet accent anglais ignoble, et si je le vois en VF, il est doublé et du coup il y a ce gros problème de voir un acteur français qui est doublé par lui-même. On sent que c'est faux. Donc ils finissent par rencontrer Gérard Depardieu, qui lui aussi pense que c'est simplement une assistante. Lui, il attend une vieille historienne qui aurait écrit le scénar, mais il vient en ayant déjà lu tout le scénar et en connaissant quasiment tous les dialogues par cœur. C'est un acteur qui a une mémoire vraiment incroyable. Et durant le tournage, Ridley Scott et Gérard Depardieu s'entendent vraiment à merveille. Ridley Scott travaille comme Clint Eastwood. Il pense qu'il faut laisser le plus de liberté possible aux acteurs, donc il dirige très peu. Et Gérard Depardieu est quelqu'un qui adore avoir des libertés en tant qu'acteur, il improvise énormément. Donc ça fonctionne merveilleusement entre eux. Il nous restait le deuxième personnage super important du film, celui de la reine d'Espagne. Ils avaient déjà une actrice, mais 6 semaines avant le tournage, cette actrice a dit « Ah bah moi je me marie, au final je fais pas le film ». Et 6 semaines avant un tournage, c'est très compliqué parce que la plupart du temps, les emplois du temps sont bookés pour tout le monde. Donc ils ont beaucoup réfléchi et c'est la scénariste qui a dit à Ridley Scott « Mais au final, la reine,
c'est Sigourney Weaver. Donc Ridley, il l'appelle direct Sigourney Weaver, son emploi du temps était libre, elle dit « Ah bah ouais, pourquoi pas, le projet m'intéresse, allez ». D'ailleurs, petite anecdote, c'est qu'elle porte une perruque pendant tout le film, comme on lui avait rasé le crâne pour Alien 3 qu'elle venait juste de finir. Et maintenant, le tournage peut commencer. Il démarre en Espagne en novembre 1991 et s'étale sur 16 semaines. Pendant qu'ils finissent de construire la ville au Costa Rica et qu'ils finissent de construire les bateaux à Bristol. Pour les bateaux, il en fallait 3 bien répliqués. Le gouvernement espagnol en avait répliqué 3 pour les 500 ans. Et c'est Alexandre Salkind qui les a récupérés pour son film, et qui les a eu gratuitement grâce à un accord avec le gouvernement. Et du coup, ils ont plus les bateaux, ils sont obligés de les reconstruire de A à Z à leurs frais. Heureusement, à Columbus, des passionnés avaient recréé la Niña à la parfaite échelle, donc il y avait déjà un bateau de moins à construire. Il restait donc la Pinta et la Santa Maria, qu'ils se décidèrent à construire à Bristol, construction qui dura 2 ans. Parce que c'est des vrais bateaux quand même, hein. Mais le problème, c'était de les ramener sur le lieu de tournage. Donc les 2 bateaux ont dû traverser l'océan Atlantique, traverser le col de Panama, et arriver ensemble au Costa Rica. Ainsi, les répliques des bateaux ont fait quasiment le même voyage 500 ans plus tard. Le tournage pouvait enfin commencer et on peut dire que ce tournage, ça a été un beau bordel. Par exemple, au milieu du tournage, il y a une tempête qui s'est levée durant la nuit et à 3h du matin, ils étaient tous avec Gérard Depardieu, Ridley Scott, tous ceux de l'équipe, à être dehors, à ramasser les tentes, les débris. Et le lendemain, à 7h du matin, ils étaient tous debout pour le tournage. Ou encore, ils se sont pris un tremblement de terre de 5,6. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Mais ils se sont précipités directement sur les décors pour voir s'ils étaient tous encore debout. Heureusement, c'était le cas, il y avait un peu des fissures dans tous les sens, mais au moins c'était encore debout. Ils ont caché quelques fissures, mais en ont laissé, parce qu'au final, ça correspondait bien au film et à l'histoire de cette ville que Christophe Colomb fonda et qui périclita parce qu'elle n'était pas du tout à l'abri des intempéries. Autre chose plutôt marrante, c'est qu'au Costa Rica, il y a un des serpents les plus venimeux au monde. Et durant le tournage, en particulier lorsqu'il tournait dans la jungle, il n'était pas rare qu'il y ait des serpents qui tombent des arbres. Donc il y avait toujours quelqu'un pour crier Snake à un moment dès qu'il en voyait un, et tout le monde partait dans tous les sens, il fallait 10-20 minutes pour regrouper à nouveau tout le monde et pouvoir relancer le tournage. Ce qui bien sûr a tendance à saouler Ridley Scott qui lui voulait avancer dans la production du film, et un jour il y a un serpent qui est tombé juste devant la caméra par terre. Ridley Scott lui était entouré de 2 figurants conquistadors espagnols, il leur a simplement demandé si leur épée était vraie, ils ont dit oui, il a pris une épée et il a coupé le serpent en 2. Allez hop, on tourne! Qu'est-ce que j'aimerais passer une après-midi avec Ridley Scott pour qu'il me raconte toutes ces anecdotes de tournage. La musique devait être composée par Hans Zimmer, mais c'est finalement Vangelis qui compose la musique de ce film et qui crée une des BO les plus incroyables de l'histoire du cinéma. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Le film sort en salle, c'est plutôt un bon succès en Europe, mais beaucoup moins aux États-Unis. Parce que les Américains, ils aiment pas trop cette vision du film des méchants colonisateurs qui sont là, qui ramènent des maladies, qui tuent énormément d'Indiens. Même si c'est la vérité et qu'ils sont au courant, eh bien là-bas c'est un peu tabou. Et ça, les créateurs du film, ils étaient bien au courant, mais ils avaient pas envie de faire un film sur des gentils blancs, tout beaux, tout gentils, qui amènent un monde meilleur aux Indiens. Ce qui revient aussi au niveau des critiques, c'est l'accent de Gérard Depardieu qui ne convainc pas du tout. Ça, je suis un peu d'accord. Niveau marketing, c'est aussi un peu compliqué vu qu'on peut pas vraiment mettre sur un piédestal Christophe Colomb. C'est politiquement incorrect. Même si Christophe Colomb à la base était avant tout un explorateur, un rêveur, mais pas du tout un colonisateur. Christophe Colomb, il fait vraiment partie d'un tout qui est assez moche. Mais il voulait retranscrire qui était cette personne-là à cette époque. On le voit bien dans le film à quel point Christophe Colomb et Adrian de Moxica gèrent les choses totalement différemment. C'est le grand méchant de l'histoire. Le film souligne aussi qu'on est à la fin du Moyen-Âge et que l'Église est toute puissante. Et que comme beaucoup de scientifiques à son époque, Christophe Colomb, il a tendance à marcher sur un fil. Rien que de mettre en doute le fait que la Terre est plate, c'est très dangereux. Car si tu mets en doute l'Église, alors ça veut dire que tu mets en doute Dieu. Les bateaux construits pour le film sont maintenant exposés à Huelva que j'ai pu voir en vrai. Et quand tu vois les bateaux en vrai, honnêtement, ça fait la taille d'une maison à 2 étages. C'est pas très très gros. Et il existe encore toujours le ponton duquel est parti Christophe Colomb avec ses 3 bateaux. Et c'est marrant parce que maintenant, ce ponton, il est un peu au milieu des champs. Alors qu'à l'époque, il était vraiment au bord de l'eau. Ah oui, forcément, en 500 ans, les sols ils bougent. Mais bon, je vous ferai une vidéo dessus. Et puisqu'on parle de Christophe Colomb, j'avais envie de vous parler de l'histoire de mon ancêtre, Alonso Sanchez, qui était un marin habitant à Huelva et qui faisait du commerce entre les îles Canaries, Madère et l'Espagne. Exactement Huelva, là où il habitait. Là d'où vient une partie de ma famille. Et un jour en 1484, avec sa team de super marins, ils partent de Madère pour rejoindre l'Espagne. Et sur la route, ils se font surprendre par une tempête qui les éloigne de la côte pendant des semaines. Et finissent par arriver sur une île inconnue.
Et heureusement car il commence vraiment à avoir sérieusement la dalle. Cette île en question, on suppose que c'est celle de Saint-Domingue, la même où Christophe Colomb posera le pied pour la première fois 8 ans plus tard. Ils tombèrent sur des habitations indigènes et sont très bien accueillis par les indigènes qui croient que c'est leur dieu. Car dans leur religion, les dieux reviendront un jour en venant par les mers. En plus, les Espagnols sont beaucoup plus grands et barbus. Même si je pense qu'après plusieurs semaines en mer, leur seul super pouvoir c'était de sentir la mort. Ainsi, les indigènes leur offrent de la nourriture, à boire et même leurs femmes. De la bouffe, de l'or, du cul, ils se mettent bien. Mais bon, ils préfèrent quand même mettre les voiles au bout de quelques semaines de peur que les indigènes ne se rendent compte de qui ils sont. Alonso Sanchez, lui, fait des calculs de navigation et essaye de refaire exactement le même parcours qu'ils ont fait pour venir. Et le voyage de retour dure ainsi 1 mois. Ils arrivent ensuite enfin à Madère, l'île qu'ils avaient quittée pour rejoindre l'Espagne, donc c'est un peu retour en arrière pour eux, et ils posent leurs valises à Porto Santo, là où habite Christophe Colomb à l'époque. Alonso Sanchez le rencontre, et il lui parle de cet incroyable voyage qu'il vient de faire. Ils finissent par devenir amis et demandent à Christophe Colomb, qui à cette époque-là est très bon pour dessiner des cartes, s'il peut dessiner la carte du voyage qu'il vient de faire par rapport aux notes qu'il a prises. Donc il lui dit dessine les cartes, il faudrait qu'on fasse ça ensemble, on va prévenir la reine, il faut absolument qu'on fasse une autre expédition mais un truc un peu plus gros. Parce que c'est véritablement un endroit inconnu et qu'il faut y retourner. Et malheureusement, mon ancêtre meurt quelques semaines plus tard d'une grave maladie, en laissant toutes ses notes et les cartes à Christophe Colomb. Christophe Colomb qui lui n'oubliera jamais ce projet d'aller en expédition à cet endroit inconnu. Les marins d'Alonso Sanchez retournent donc à Huelva avec son corps et racontent tout à sa veuve. Donc ça, c'est l'histoire qui a été transmise de génération en génération dans ma famille. 1492, Christophe Colomb est un film sorti trop tôt. Aujourd'hui, il a pris des rides, il a pris un peu un coup de vieux, mais je trouve qu'au niveau du rythme et de ce qu'il veut raconter, il n'a pas pris une ride. Christophe Colomb est un rêveur qui est enfermé dans une société qui refuse tout changement de par sa religion. Et encore plus venant de quelqu'un qui ne fait pas partie de la noblesse. Ce film montre ainsi qu'à toutes les époques, ce qui a fait avancer l'humain, c'est l'intelligence de faire autrement. Il a heureusement trouvé son âme sœur en la reine qui voit en lui bien plus qu'un marin mais quelqu'un qui fera avancer l'humanité dans un monde qui fait du surplace depuis bien longtemps. Avant de finir, voici les indices pour le prochain film que je ferai dans ma série Les Secrets. Et ça concerne une saga qui est vraiment très voyante derrière moi. À vous de trouver.